Je salue 11 à 12 millions haïtiens qui vivent en deux pays, qui ont subi situation sociale, politique et économique, qui ont subi ingérence communauté internationale. Je salue 3 à 4 millions haïtiens qui vivent dans la diaspora, spécialement haïtiens qui vivent en République dominicaine, avec ceux-là qui vivent aux États-Unis. Pour nous saluer la présence d'un gros potorique garçon, un monde sérieux, un monde honnête, un gros panafricaniste qui est relé Kémy Séba. N'a dit Kémy Séba, bienvenue dans le pays d'Haïti. Lila Kaili, Haïti c'est pour lui et présence li dans le pays fait nous bien en pile. N'a profité pour nous dire monsieur Kémy Séba que nous joignons message d'IA. Message unité à fraternité que lui porte pour nous. On voulait pour monsieur Kémy Séba connaît que nous-mêmes c'était toujours discours nous ça. D'ailleurs, c'est devise nous, l'union fait la force. Nous avons toujours voulu unir nous avec le peuple ça et que pour nous craser le système qui est là. Mais dommage, le système non puissant, le système non fort, ils ont utilisé les médias locaux et les médias internationaux pour détruire l'image nous avec caractère nous. Bien que nous conscients et reconnaissons que dans la bataille nous faisons, il y a un pile erreur qui fait bon côté nous. Nous avons dit que nous jouons le message là. Et c'est là même nous voulons aller. Et c'est là même nous devons aller. Message unité, message fraternité. Mais m'a tout profité de dire monsieur Kémy Séba. Et m'a tout profité adresser avec universitaire nous pour profiter de présence monsieur Kémy Séba. Des messages l'hypothèse pour nous parler avec l'autre jeune. Pour nous faire message ça arriver, joindre chaque jeune haïtien en deux pays, finalement, pour nous prendre conscience que c'est celle dans l'unité, que c'est celle dans tête ensemble et que c'est celle dans vivre ensemble, nous qu'à retirer le pays dans salier la aujourd'hui. Nous avons profité de dire, monsieur Kémy Séba, non, non, tout peuple haïtien, nous souhaitons que l'y prend bâton pèlerinage dit. Tout côté dans le monde, spécialement dans tout pays africain, plus précisément pays panafricanistes, pour lui commencer à prêcher union, ça et que l'hypothèse nous aujourd'hui en Haïti. Et m'a profité pour dire, nous jouons le message, nous travaillons sur le message pour nous prendre des décisions qui en faveur du peuple. Nous travaillons sur le message pour nous prendre des décisions et que pour nous camper beaucoup de peuple. C'est peut-être ça, nous former triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Triangle de la fraternité africano-caribéenne pour la deuxième indépendance. Nous souhaitons que M. Kémy Séba, Jean Sodian, ou prend bâton pèlerinage, parler parole d'unité ça, parler parole fraternité ça, nous-mêmes, bon côté nous allons faire tout ça nous capables. Nous allons faire tout ça nous connaissons pour nous prendre des décisions qui en faveur du peuple ça. Nous pour nous prendre des décisions pour nous marcher avec le peuple ça. Et c'est une raison forte bataille nous, les petits gens camper. Bataille nous camper parce que nous estimons que des erreurs qui fait qui méritent corriger. Aujourd'hui, il faut que nous redéfinir la bataille là et que pour les gens qui semblent nous et que pour le peuple qui semble nous suspendre souffrir, enfin pour nous mettre tête nous ensemble pour nous craser le système ça. Encore une fois, merci pour présence, bienvenue et que 15 ancêtres nous bénis présence dans le pays d'Haïti. Merci.
la conscience tranquille. Lorsque les générations montent au roi, à nous de nos exemples. Et je me rappelle de cette déclaration du président SSP lors de sa prestation de serment, il disait si dans une pauvre, nous nous constituons les voleurs, la pille, les brises, c'est le temps de nous juger et de nous demander. Le processus c'est le temps pour arriver à notre devoir, le bon chemin pour arriver à notre souhait. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous mettre debout pour accueillir l'arrivée de ce grand homme, Kémy Séba, le premier applaudissement jusqu'à ce qu'il siège. Nous sommes des vétérans, une progression, une petite histoire. Nous avons la force, nous avons la vigueur. Apportons cette force, apportons cette vigueur. Kémy Séba, son équipe, pour élire. Ici on a dit, tu ne peux pas accélérer, super. Juste comme ça, s'il vous plaît. Kémy Séba mène un combat difficile. Un combat pour lequel beaucoup ont été abandonnés sur le chemin. Beaucoup ont perdu leur vie. Mais ils continuent. À partir de cet instant, lorsque Kémy Séba va prendre la parole, je veux que vous vous bénéficiez. Trop souvent, pour définir le noir, il recourt à quelques secteurs de l'histoire des descendants d'esclavage. Mais non, nous sommes des descendants du roi Christophe, nous sommes des descendants de Pharaon, nous ne sommes pas des descendants d'esclaves, nous sommes des descendants de rois. Nous devons nous voir comme tels, nous devons nous traiter comme tels. Et sur ce, vous allez vous marquer de vous pour accueillir Kémy Séba qui va vous entretenir. On y va, mesdames et messieurs, on y va. Mon cher Kémy Séba, voici la jeunesse haïtienne. Cette jeunesse de vous, assoiffée d'espoir, qui vous choisit comme son modèle. Dites-nous ce que nous devons faire sur quel sillage marcher. Je vais tous vous asseoir. Avant toute chose, j'aimerais, avec la profondeur la plus grande, vous demander à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, qui êtes ici sur ce campus, étudiants, professeurs, journalistes, vous tous qui auriez pu tenter de partir, de quitter Haïti, quand on connaît les conditions extrêmement difficiles qui traversent le pays. Vous tous qui auriez pu prendre l'avion pour vous retrouver ailleurs, et on n'aurait pas eu à vous juger, parce que la situation que connaît notre peuple dans la diaspora ou ici au pays est toujours des plus difficiles. Vous avez décidé de rester, vous avez décidé d'endurer les difficultés. Et pour cela, pour cet exemple, pour cette résilience, pour cette dignité, je vous demande de vous applaudir avec la plus grande puissance et que toutes les caméras du monde entier puissent vous entendre. Plus fort encore, s'il vous plaît. Vous êtes restés quand vous auriez pu fuir. Vous vous êtes enracinés quand vous auriez pu vous détacher. L'exemple qui est le vôtre aujourd'hui est l'exemple d'un peuple qui, même quand on veut l'ensevelir, est prêt à tout pour se libérer. Applaudissez-vous encore une fois, s'il vous plaît. Je sais que je dis ça, mais si certains ont l'occasion, peut-être qu'ils prendront l'avion. Mais la réalité est la suivante. Quand un peuple subit autant de persécutions, un peuple subit autant de censure sur le terrain économique, sur le terrain politique, subit autant de déstabilisation, et que ce peuple est encore debout, c'est que ce peuple-là, le jour où il réanimera la flamme de l'espérance, ce peuple deviendra un centre de gravité pour le monde noir dans sa globalité. Je m'adresse à toute l'audience, et aussi sans doute, comme c'est le cas dans tous mes déplacements, à quelques services de renseignement qui ont envoyé leurs émissaires ici aussi. Parce qu'aux quatre coins du monde où je me situe, je sais qu'ils viennent nous monitorer, nous entendre, nous écouter, en se disant qu'est-ce que ce nègre vient répondre. Nous leur répondons que nous venons répondre l'espérance, le rappel, et surtout clarifier la situation par rapport à ce que vit notre population. Aux quatre coins du monde, lorsque j'allume les informations à la télévision, j'entends les médias nous raconter que Haïti est le pays le plus pauvre du monde, ou l'un des plus pauvres. Que Haïti est le pays où les gens se divisent gratuitement. Que Haïti est le pays où les gangs font la loi avec des armes qui tombent du ciel. Un peuple qui n'est pas prêt à pouvoir se libérer. Un peuple qui n'est pas prêt à pouvoir se développer. Et je souris. Si ce pays était un pays si désespérant, on n'aurait pas dans ce pays le plus grand nombre d'ONG de la planète qui viennent occuper le terrain, qui viennent financer la population, pour essayer de calmer une révolution qui arrivera tôt ou tard à éclosion.
Si un peuple est un peuple pauvre, si un peuple est un peuple désespérant, vous n'auriez pas les ONG des pays prétendument les plus puissants de la planète qui viendraient coloniser ce territoire, comme c'est le cas. Ils vous disent qu'il n'y a rien à tirer d'Haïti, non, n'y allez pas. Et puis dès que vous avez le dos tourné, ils prennent tous l'avion pour venir ici. Pourquoi? Ils savent ce que vous ne savez pas. Ils savent ce dont vous ne vous souvenez pas. Ils savent le pouvoir que vous représentez potentiellement. Ils savent géopolitiquement ce que vous pouvez devenir si vous vous rappelez de ce que vous êtes réellement. Depuis la prise de pouvoir et l'instauration de la première République noire, Haïti est dans le collimateur de toutes les nations occidentales. Depuis que Haïti a botté on est devant des étudiants, on va dire le postérieur. On parle avec politesse, nous sommes à l'université. Depuis qu'Haïti a botté le postérieur de l'oligarchie française, le gouvernement français et les différents régimes de la France n'ont jamais pardonné cette humiliation. Et l'Occident a toujours regardé Haïti avec méfiance en se disant que si Haïti se libère réellement, et si Haïti peut fonctionner librement, Haïti risque de devenir un sida, un syndrome d'ingéniosité définitivement acquis qui va se propager dans le cœur de tous les Noirs du monde entier. Et tous les autres pays, toutes les autres Caraïbes pourront suivre l'exemple d'Haïti, et ça les Occidentaux ne le veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils colonisent ce territoire par deux voies. La première, comme je l'ai énoncé il y a quelques minutes, ce sont les ONG, qui viennent vous prétendre être vos amis. Mais comme on le dit toujours, des ONG qui n'aident pas les gens à se débarrasser de l'aide ne sont pas des ONG amis, ce sont des forces néocoloniales. Et c'est important qu'on le dise. Le deuxième aspect, et c'est l'aspect le plus crucial, on vous dit que le pays est aujourd'hui détruit par les gangs. De qui sont composés les gangs? D'Haïtiens. Vrai ou faux ce que je dis? Vrai ou faux ce que je dis? Qui a donné ces armes à ces Haïtiens? Qui a fait en sorte que ces Haïtiens puissent s'entretuer? Qui? Ceux qui se présentent comme vos amis, mais qui depuis le départ de la libération d'Haïti sont nos ennemis. Le gouvernement français, le Canada, les États-Unis, qui se présentent comme des pays qui sont là pour accompagner Haïti, sont ceux qui livrent les armes en pagaille à la population haïtienne pour que cette dernière s'entretue. C'est la réalité que les gens ne veulent pas entendre. Ils vous disent, oh, regardez-moi ces nègres, ils ne sont pas capables de s'entendre, ils se tirent dessus. Ils avaient fait la même chose dans les années 70, dans les quartiers noirs aux États-Unis. Ils ont balancé la drogue, la cocaïne, la marijuana, ils ont balancé les armes dans les ghettos pour que les ghettos s'entretuent. Et après, ils viennent dire au reste du monde, vous voyez, les Noirs ne peuvent pas s'entendre entre eux. Mais qui donne les armes? Qui brise les armes? Qui noie le peuple haïtien? Et qui noie le peuple noir pour qu'il ne puisse pas se relever? Nous les connaissons, mais nous devons aussi parler de la troisième partie du problème. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Quels sont ceux qui acceptent que ces armes puissent circuler sur le territoire? Quels sont ceux qui emploient parfois ces gangs pour assurer leur sécurité et terroriser la zone adverse? Quels sont ceux qui font en sorte que Port-au-Prince et que Haïti soient une terre de déstabilisation en accord avec la volonté de l'oligarchie d'Occident? Les autorités haïtiennes, il faut qu'on soit capable d'en parler. Quand un avion n'est pas piloté par un individu ou un groupe d'individus responsables, l'avion finit par trouver, plus que jamais, la chute, l'accident et la destruction. On ne peut pas toujours se plaindre de la puissance et de l'aspect négatif de ceux qui sont ontologiquement les adversaires de notre peuple. Mais on doit d'abord aujourd'hui, entre nous, se questionner sur les responsabilités qui sont les nôtres par rapport au drame qui arrive à notre peuple. Je sais que certains attendaient peut-être que j'appelle à détruire certaines institutions ou à détruire certaines ambassades. Non. Le seul ennemi numéro 1 du peuple noir et du peuple haïtien, ce sont les limites que nous nous fixons. Le seul ennemi du peuple haïtien, c'est la corruption que nous laissons rentrer dans nos rangs. Le seul ennemi du peuple haïtien, ce sont les égos et la jalousie mal placée qui fait en sorte que nous ne sommes pas capables de nous unifier pour résister à ceux qui veulent nous asphyxier. Le seul ennemi du peuple haïtien, c'est l'injustice sociale qui fait qu'une minorité a tout, pendant que la majorité vit dans une effroyable pauvreté. On ne peut pas passer notre temps à critiquer le néolibéralisme à l'extérieur quand nous avons une petite caste à l'intérieur qui prend 95% des richesses et qui laisse 99% de la population avec 5% des richesses à se partager. Ce n'est pas possible. Oui, le colonialisme est à Washington. Oui, le colonialisme est à Paris. Oui, le colonialisme est au Canada. Mais on doit commencer par lutter contre le colonialisme à l'intérieur de nos rangs. Les dirigeants qui prennent leurs ordres de l'extérieur, qui acceptent d'être, comme le disait la Boétie, dans la souffrance, dans la soumission volontaire, la servitude volontaire, sont des gens qui sont les adversaires numéro 1 du peuple haïtien. Et si nous ne prenons pas conscience
que lorsque les élites ne font pas leur travail, le peuple doit le faire lui-même, nous ne serons pas capables de faire bouger les lignes pour que notre peuple puisse plus que jamais se libérer. Je vais vous parler, n'applaudissez pas encore, je n'ai pas commencé. Je vais vous parler d'une révolution qui a été initiée, de cela quelques années, 10 ans, on pourrait le dire même en réalité, en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il est coutume pour toute personne noire dans le monde de parler des présidents de l'AES. Et je rends un hommage particulier au président auquel je suis le plus lié institutionnellement, le président du Niger, Abdourahmane Tiani. Je vous demande de l'applaudir très fortement, s'il vous plaît. Je rends hommage aussi à mon frère, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Je rends hommage à mon frère, le président du Mali, Assimi Goïta. Mais je vais être obligé de rendre encore plus hommage à ceux qui sont responsables de l'émergence de ces dirigeants. Parce que l'erreur cyclique de notre population, c'est de croire que ce sont des hommes ou des femmes providentielles qui font la révolution. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les 3 dirigeants que je viens de citer ne sont pas les initiateurs d'un processus révolutionnaire. Ils sont le résultat d'une mobilisation de plusieurs années des masses populaires de cette région qui ont décidé de prendre en charge leur destinée, qui ont décidé d'arrêter de subir la persécution, qui ont décidé d'arrêter de subir l'injustice sociale. Ils voyaient la corruption comme vous la voyez. Mais à un moment donné, ils ont dit, il faut que chacun mette ses différences de côté. Il faut qu'on arrête les batailles au niveau horizontal et qu'on agisse dans le cadre du combat au niveau vertical. Unifier la base et se battre contre le sommet. Ils se sont mobilisés. Nous les avons accompagnés. Nous nous sommes au milieu de leur première ligne même, mobilisés. Nous avons réussi à bousculer les régimes marionnettes de l'Occident.